1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à la boîte, la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Qu'est-ce qu'on va en dire en fait aujourd'hui ? Eh bien, on va essayer de, tout en maintenant en fait le doré en fait sur cette formidable entreprise, on va mettre l'accent sur une affaire qui est moins reluisante en fait, l'affaire Bajolet, je crois, ancien directeur de la DGSE, qui a des démêlés avec la justice. Écoutons Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Bernard Bajolet, ancien patron de la DGSE, est aux prises à partie avec la justice pour des questions financières. L'idée du podcast n'est pas de faire du commentaire d'actualité. L'homme est présumé innocent, toujours, même une fois qu'il a été condamné, s'il appelle, il y a toujours la présomption d'innocence. C'est assez vendu par les partisans de Sarkozy pour qu'on s'en souvienne bien. L'histoire de cet ancien patron de la DGSE est extrêmement intéressante. Je ne serai pas critique envers cet homme. Sachez-le. Autant je suis assez critique, voire très critique, envers Nicolas Lerner actuellement, parce que sa façon de faire du renseignement n'est pas la mienne. Mais l'homme est en fonction, l'homme est directeur général de la DGSE, donc lui a raison et pas les autres. C'est logique. J'ai pas de problème avec ça, je respecte la fonction, j'ai plus de difficultés avec l'homme, mais il n'y a aucune raison que j'apprécie tout le monde ou que tout le monde m'apprécie. Voilà. La façon dont la France a totalement perdu ses intérêts en Afrique, qui est en train de totalement perdre ses intérêts en Europe de l'Est, sur la totalité de l'Europe de l'Est, montre qu'il y a un problème dans la façon dont la DGSE est gérée. Mais voilà, après le patron de la DGSE, l'ultime patron, c'est le président de la République, ça convient au président de la République que n'importe quoi soit fait, dont acte, qu'est-ce que je peux dire ? Pour ce qui est de Bajolet, ce qui est extrêmement intéressant, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les services de renseignement, les services d'espionnage, les services secrets, ont des cagnottes privées, des cagnottes occultes en permanence. Mais même au sein même des ministères, Claude Guéant a profité largement, c'est ce qu'il a envoyé en prison d'ailleurs, avant l'affaire Sarkozy. Déjà, quand il était ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l'Élysée, il avait un goût très prononcé, cet homme Claude Guéant, pour les enveloppes, parce que les ministères, surtout régaliens, armée, justice, police, disposent de budgets en liquide, notamment pour financer les services secrets et aussi pour financer des indices, pour financer des libérations d'otages, parce qu'on dit toujours que un peu à l'américaine, que la libération d'otages n'est jamais négociée, mais c'est pas vrai. C'est juste que cette grande phrase est faite pour dire on ne plie pas, on ne cède pas, on n'est pas intimidé. Mais derrière, il y a quand même toute une danse du ventre qui est faite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Sarkozy est en prison. C'est que l'histoire des prises d'otages, des attentats liés à la Libye, sachant que Kadhafi n'était pas un terroriste, c'était un national-socialiste version tribu du désert. Cet homme, Kadhafi, était très particulier, mais il n'était pas plus particulier que ne peut l'être Charles III d'Angleterre, ou Philippe de Belgique, ou Philippe d'Espagne. Bien sûr, chacun dans la culture qui le concerne et dans le parcours qui le concerne. Est-ce que Bajolet a volé de l'argent ? Est-ce que Bajolet a fait a utilisé son influence ou celle de ses subordonnés pour éventuellement soutirer de l'argent à quelqu'un ? J'ai pas la réponse à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'un service de renseignement, d'espionnage, un service secret, c'est son job de faire ça. Pour pouvoir aller chercher de l'information qui est au-delà de l'OSINT, qui est au-delà de Google, qui est au-delà des réseaux sociaux, eh bien, il faut se plonger dans l'intimité des mails, des textos, des WhatsApp, des relevés de banque.
des 5 à 7 des uns et des autres, hommes ou femmes. Et l'un des moyens de pression pour avoir de l'information, au nom de l'intérêt supérieur de l'État, mais en effet, c'est de fragiliser financièrement telle ou telle personne. C'est ce qu'a fait François Carracci, cadre des services secrets italiens, fils d'un cadre des services secrets italiens avec moi. Dans le cadre de la SCI Carracci, il a créé une société de toutes pièces où à l'époque j'avais l'âge de 6 ans quand j'ai été fait coactionnaire. Quand je suis devenu adulte, il a oublié, intéressant le lapsus obligé, il était obligé de me convoquer à l'Assemblée Générale extraordinaire de la SCI en 1999, il ne l'a jamais fait. Et après, il m'a viré par défaut en écriture, il a été condamné pour ça, François-Joseph Carracci. Il a été condamné pour faux usage de faux escroquerie sur ma personne. Toujours sur la base que moi, je ne savais pas que je n'étais plus actionnaire d'une entreprise dont j'étais actionnaire. Eh bien, l'histoire Barjolet, c'est sensiblement la même chose. Les services secrets ont une division économique qui s'occupe de cela en permanence. Comme il existe une banque française, il y a eu la banque Indo-Suez qui a servi avec l'argent de l'opium français de l'ancien Vietnam, l'Indochine. Indo-Suez, c'est la banque et l'ancienne banque d'Indochine servait à réinjecter légalement dans l'économie française, l'économie coloniale française, l'argent acquis sur le trafic d'opium. Et les services secrets étaient dans cette boucle-là, les services secrets français. Pareil avec HSBC, la banque écossaise, qui a largement profité de la puissance impériale anglaise et des services de renseignement anglais pour bien faire vivre l'économie coloniale anglaise. Donc Barjolet n'a pas de mauvaise manière, Barjolet a fait son boulot. Après, je ne suis pas juge, je ne suis pas flic. On peut supposer, bien évidemment, que si cet homme est comparé en justice, c'est parce qu'en face, il y a une victime présumée et qu'il y a des témoins, des preuves. Bien sûr, c'est possible. Par contre, chose suspecte, c'est que la personne, l'entrepreneur suisse, franco-suisse, qui se dit victime, est lui aussi un homme tout à fait particulier, qui lui aussi a fait fortune grâce aux services secrets français, notamment. Moi, aujourd'hui, Jean-François Carracci, citoyen français, si j'explique la réalité de ce qui m'est arrivé il y a quelques années, par exemple que j'ai vu des textos sur un portable de prison où 2 personnages dénommés K, un avocat et l'autre détenu, négociaient des faux témoignages contre moi en échange d'une somme précise. Eh bien moi, on me croit pas. Alors que les fadettes entre le téléphone portable de ce dénommé K, l'avocat dénommé K et aussi Bénédicte Carracci-Bocquet prouvent qu'en effet cette ligne-là a bien fonctionné, que cette ligne-là a un historique d'appels et de textos. Mais là, entre charge à la preuve, bonne foi, etc., les enquêteurs voudront ou ne voudront pas, seront invités ou ne seront pas invités à croire ce que je dis. Et bien dans l'affaire Barjolet, c'est la même chose. Celui qui incrimine l'ancien directeur général de la DGSE a été cru. Il aurait été menacé par 2 agents des services extérieurs de chantage en échange de sommes. Et il n'y a rien qui existe sur ça. Pas d'écrit, a priori. Pas d'enregistrement téléphonique, a priori. Pas de témoin, a priori. Vous voyez, je fais très attention, j'emploie tous les mots de prudence juridique parce que je n'ai pas de raison de faire autrement. Je ne suis pas un accusateur, je ne suis pas un censeur. Je suis un homme qui explique comment les services fonctionnent pour votre plus grand plaisir. Et moi, ça me permet de nourrir mes livres, des contenus de mes livres que je coécris avec la merveilleuse Bénédicte Carracci-Bocquet, et ça vous donne des éléments de ce qui se trouve dans les livres, comme À la grâce du diable, aux éditions du Net, Le 500 aux éditions du Net, Le prince et le président aux éditions du Net, et Le fou et la reine aux éditions du Net. Le fou et la reine, il sera question de Bénédicte Carracci-Bocquet, qui est une femme géniale, qui dans les grandes épreuves de sa vie a su être d'un courage et d'une intelligence merveilleuse, et face à elle a eu des fous, et un fou en particulier. Mais ce n'est pas de moi dont il s'agit, hein.
Le fou et la reine, c'est pas Jean-François Gueracci, mais Eric Gueracci-Bocquet. Moi, il s'est avéré qu'avec les années qui se sont écoulées, eh bien, j'avais dit vrai. J'avais dit vrai sur ma naissance, j'avais dit vrai sur Margaret, j'avais dit vrai sur le faux titre de prince de Dado-Radou, j'avais dit vrai sur la folie des frères Windsor, Charles et Andrew, etc., etc. Donc moi, Bernard Barjolais, pour ce que j'en sais, j'en comprends, et ce que je veux en dire, c'est, je souhaiterais qu'il y ait non-lieu, qu'il soit blanchi pour défaut de preuve, pas forcément parce qu'il a été coupable, mais ça n'a pas été prouvé, mais parce que tout ce qui concerne les services secrets doit être géré par des juges spécifiques, exclusivement dédiés aux services secrets. Que ça se fasse en interne, non pas pour que les choses soient magouillées en secret, mais c'est parce que les choses secrètes, dès qu'elles apparaissent dans le monde, sont vues comme étant quelque chose d'incroyable. Mais les services secrets, c'est un monde dans le monde, c'est un État dans l'État. De la manière dont réfléchit un agent secret, ou de renseignement, ce n'est pas la même manière dont réfléchit un agent des douanes ou un agent de police ou autre. C'est ce que j'explique. Pourquoi, dans mon propre raisonnement, dans mon propre fonctionnement, quand l'archevêque Michel Laroche, l'archevêque Léonide, l'archevêque Joseph Pope m'ont tous reconnu comme étant le fils de mon père, tous m'ont dit, mais on sait que vous êtes le fils de Michel parce que nos prêtres localement nous l'ont dit, et parce que des prêtres roumains, orthodoxes, russes, ont été, pendant la guerre froide, membres des services secrets, et certains le sont restés. Kirill, le patriarche russe, est un ancien agent secret russe. Le patriarche Daniel, patriarche roumain, est un ancien agent secret roumain. Donc ces gens-là sont au courant de tout. J'avais expliqué dans un podcast qui avait été utilisé brillamment par Aurélien Roy et utilisé dans un montage de l'École supérieure de journalisme de Paris, où j'avais expliqué que l'Église catholique faisait pareil avec la confession. Rien n'est plus puissant et intéressant en outil de renseignement que la confession. Parce que sous prétexte les prêtres sont au courant de tous les secrets de famille. Donc les secrets de famille, in fine, ça finit par être les secrets d'État. Donc moi, je ne jette pas la pierre à Bernard Barjolais. Je ne sais pas s'il a glissé ou pas, ou s'il a juste fait son boulot, mais à un moment donné, les choses peuvent être défavorables, l'image peut être défavorable. Quand moi-même, Berlusconi m'avait dit, crée une boîte avec Jacques Barbe, je te file l'émission j'allais dire d'espionnage, je te file l'émission de fusion-acquisition pour la France, tu t'en occupes, tu me vends 2-3 tableaux. Eh bien, ça avait l'air normal, logique sur le papier. Mais quand on a commencé à réfléchir concrètement avec Jacques Barbe, lui avocat, moi consultant en stratégie, a commencé à produire des cartes de visite, ce qui semblait tout à fait normal, à faire une déclaration aux impôts d'une société civile de moyens, où lui aurait été l'avocat et moi le consultant, ça semblait logique sur le papier. Eh bien non, en inversion accusatoire, Jacques Martin Bâtonnier a dit oui mais non, c'est de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Mais moi, je me suis jamais fait passer pour un avocat, j'ai jamais prétendu l'être. Mais si j'avais été en mission de couverture, en mission de renseignement, en effet, j'aurais pu me faire passer pour un fleuriste, un comptable, un boulanger, un pâtissier, peu importe quoi, pour aller surveiller quelqu'un, pour aller infiltrer quelque chose, pour aller accrocher une information, au-delà de l'apparence, dans le concret, dans le matériel. Et donc on m'aurait dit, mais monsieur, pourquoi vous êtes fait passer pour un garagiste ? Ça aurait pas été un problème, puisque c'était pas une profession réglementée. Monsieur, pourquoi vous vous êtes fait passer pour un fleuriste ? Pas de problème, c'était pas une profession réglementée. Monsieur, pourquoi vous vous êtes fait passer pour un architecte ? Boum, alerte rouge, profession réglementée. Monsieur, pourquoi vous vous êtes fait passer pour un avocat ? Boum, alerte rouge, profession réglementée. Non, dans le cadre d'une mission de renseignement, on s'habille en plombier, on s'habille en garagiste, on s'habille en coureur, en charpentier. Après, quand l'État pour lequel vous travaillez vous lâche, vous oublie, et là, d'un coup, la situation qui était normale, légale, devient anormale et illégale. Donc, est-ce que Barjolais a succombé par plaisir d'argent à de l'intimidation ? Est-ce qu'une cagnotte secrète était gérée par la DGSE ?
Avant, hier, aujourd'hui, demain, les services secrets français, intérieurs comme extérieurs, mais pareil pour tous les autres pays du monde, ont leur cagnotte secrète. Parce que quand vous allez faire de l'infiltration en Iran ou à Taïwan ou en Corée du Sud ou en Tchétchénie, vous allez envoyer des notes de frais. Vous allez demander à boutiquier dans un petit marché d'Iran, vous me faites une facture s'il vous plaît, c'est pour me faire rembourser par la DGSE. Il y a un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries plus grosses que soi. Voilà ce que j'ai à en dire. Les services secrets, c'est un monde secret. C'est un monde fait de gens, le plus souvent intelligents, de temps en temps par des débiles. Et il arrive que ces débiles-là arrivent au sommet de la hiérarchie, et là, ça crée des choses épouvantables. Jean-François Carracci ne mâche pas ses mots quand il s'agit de redresser les torts de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur le plateau des Ondes Clandestines. Bonne soirée. Au revoir.